On va revenir, comme annoncé, sur ce qui s'est passé à Paris 8 et cette conférence au relent antisémite, pour citer le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais juste avant, quand même, j'aimerais qu'on parle du budget et notamment de cette menace cette nouvelle menace de la part des socialistes. Écoutez Olivier Faure. Si dans les toutes prochaines heures, en gros jusqu'à lundi prochain, il n'y avait pas d'évolution sensible sur le texte, il n'y aurait aucune marge de manœuvre accordée donc sur le budget de l'État et sur celui de la sécurité sociale. Et donc, en réalité, ce serait terminé. Il ne s'agit pas de dire que nous serions des taxophiles. Le but n'est pas là. Mais simplement, il faut comprendre que nous examinons dans un premier temps la partie recette du budget. Si nous n'avons pas de recettes supplémentaires, nous ne pourrons pas corriger le reste de la copie qui viendra après. Et par exemple, moi, je ne voterai jamais, et je me battrai même contre un budget qui ferait les poches des retraités, des malades, des jeunes, des familles. Tout ça n'est pas supportable. Éric Revel, finalement, est-ce que les socialistes n'ont pas peur de s'être fait avoir ? Ils étaient sortis avec un grand sourire de la séquence où ils avaient obtenu la suspension de la réforme des retraites. Et là, ils ont peur de quoi ? D'une entourloupe de la part du gouvernement ? Si vous voulez, je pense qu'ils ont pris conscience de la difficulté dans laquelle ils étaient. Alors, le Parti socialiste, depuis le début, menace, fait un chantage politique, même si la plupart des députés socialistes, s'il y avait une dissolution, devraient avoir l'appui de LFI pour se faire réélire, ce qui ne manque pas d'air quand même, mais c'est que je pense qu'ils ont compris que le jeu n'était pas, que l'histoire n'était pas finie, quand Emmanuel Macron, on se demande ce qu'il lui a pris, depuis Ljubljana où il assistait à un sommet en Slovénie, a dit la réforme des retraites n'est ni suspendue, ni abrogée, elle est juste décalée. Et là, évidemment, ça a ouvert un champ politique à Mélenchon et LFI, ça lui a redonné de l'oxygène politique, parce qu'évidemment, il a eu beau jeu de dire aux socialistes, vous voyez, vous êtes en train de vous faire avoir. Donc je pense que Olivier Faure durcit le ton, menace de nouveau de censure le gouvernement de Sébastien Lecornu, ce qui est quand même dingue dans ce budget, pardonnez-moi, je réemploie ma petite formule parce que je trouve qu'elle résume tout, c'est qu'on vient de voir que la France avait été balayée par la tempête Benjamin, elle va être de nouveau balayée par la tempête Sébastien Lecornu, la tempête fiscale. Le nombre de hausses d'impôts, de taxes, de charges qui sont promises dans ce budget sont complètement délirantes. Sans d'ailleurs qu'on sache. Mais il y a un budget, parce que ça c'est mon autre question. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un budget avant la date butoir ? Mais pas forcément. J'étais parti sur 1700 amendements il y a 2 jours. Je crois qu'on est à 3500. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer ? Le Premier ministre a dit qu'il passerait pas par un 49.3, mais il peut passer par les ordonnances. Donc, en réalité, je pense que le Parti socialiste a compris le piège. Il veut pas être marginalisé à gauche par son ex-futur partenaire qui s'appelle l'extrême gauche des LFI. Et je pense ils essaient de faire monter au rideau Sébastien Lecornu. En lui disant faites attention parce qu'on peut toujours vous censurer. Et puis j'ajoute que évidemment les agences de notation nous regardent. J'allais venir, on attend Moody's ce soir. On aura Moody's ce soir qui après Fitch et après Standard & Poor's risque de dégrader la note française, ce qui veut dire qu'on paierait plus cher les emprunts dont on a besoin pour financer notre déficit public. Donc si vous voulez, on est dans une situation financière qui est proche du mur. Et les socialistes, dans tout ça, avec ce qu'ils demandent, est-ce que vous pensez quand même qu'ils pourraient être entendus et que ça va encore alourdir la situation ? Mais je vois pas comment Lecornu peut céder sur ces demandes. Il y a évidemment des taxes. Donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'il va sans doute tomber. Qui vont toucher les retraités, qui vont toucher les familles. Tout ça est juste. Mais si en face vous n'avez pas, une réduction des dépenses publiques du côté des dépenses, en fait, ce budget, il va pas du tout tenir ses promesses. Je vous rappelle quand même que depuis le début, moi je regarde ça dans le détail, le Haut Conseil aux finances publiques de Pierre Moscovici, depuis le début, a dit que ce budget n'était pas sincère, ni des côtés des recettes, ni des côtés des dépenses. Donc on est dans une impasse financière, on est dans une impasse politique, le Premier ministre finit par être nulle part, et le Président, il est ailleurs. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais budget qu'une instabilité politique ? Moi, je pense que de toute façon, le problème sera toujours le même. Tant que vous n'avez pas une majorité pour voter un budget, de toute façon, le budget sera boiteux. Si vous voulez, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Il faut une dissolution. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Dissolution ou écoutez, que le président de la République en tire les conséquences. J'ai William Goldnadel, je voulais avoir votre avis quand même sur cette situation inextricable. Oui, alors j'ai pas le savoir économique de mon cher Éric Revel, mais
J'aimerais me livrer plutôt à une analyse psychologique. Parce que, non mais, Alors, on vous écoute. Pardon de vous le dire. Bon, alors, sur les socialistes, je pense qu'il a espéré pendant un moment, Monsieur Faure, d'être Premier ministre. Ensuite, il a obtenu quand même, si c'est pas la suspension, je sais pas ce que c'est quand même, de la réforme des retraites. Maintenant, il essaye d'avoir un petit peu plus. Mais ça, c'est pas intéressant. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus inquiétant, c'est le caractère suicidaire de notamment la France politique. Nous sommes en état de faillite économique. Et c'est au moment où on est en faillite économique que vous avez un gouvernement qui décide d'en rajouter encore davantage, j'ai bien compris 5 milliards rien que pour l'année prochaine, alors qu'il faudrait au contraire faire des économies. Et dans le cadre de cette folie, vous avez une droite censée être raisonnable qui décide de faire cause commune avec cette suspension de la retraite. Pardon de vous le dire, et alors même que déjà la note de la France a déjà été abaissée. Pardon, mais je n'ai pas d'autre explication que psychologique pour décrire l'état de ce pays. Et en plus, je pense que ça ne servira de rien. Parce que pour le même prix, comme l'a très bien dit Eric, de toute manière, il n'y a pas de majorité. Donc c'est pour gagner 3 mois qu'on va perdre autant. Un dernier mot, Éric Revel, avant qu'on change de sujet. Oui, et puis je rajouterais, il y a un aspect psychologique, Gilles-William Goldnadel a raison de le soulever, mais il y a un autre aspect aussi, il faut se le dire, c'est que la plupart des députés, ils tiennent à leur job, voilà, vous savez, c'est le mot du général de Gaulle, la petite soupe sur le petit feu. En fait, la plupart se disent, mais est-ce que je vais pas être battu s'il y a une dissolution? Ils vont gagner combien de temps? Je suis d'accord. On n'échappe pas à son destin. Ils auront la défaite et le déshonneur. Exactement. J'en viens à cette information qu'on a appris ce matin qui fait grand bruit. Fini le permis de conduire à vie, en tout cas peut-être, mais le Parlement, les eurodéputés ont adopté, c'était mardi, une réforme qui est censée améliorer la sécurité routière. Je rappelle que c'est, je crois, 20 000 morts en 2024 en Europe, le nombre de morts sur les routes. Et parmi les nouvelles règles, l'instauration d'examens réguliers, d'examens médicaux pour renouveler ce document. Ce serait tous les 15 ans, même tous les 10 ans, si jamais le permis de conduire sert de pièce d'identité, comme c'est le cas en France. Une décision qui ne passe pas. Écoutez par exemple Nicolas Dupont-Aignan. Une nouvelle bureaucratie européenne pour embêter, pour être poli, des centaines de millions d'Européens, alors que les lois relèvent normalement de la nation. Mais derrière cette idée du permis de conduire temporaire, avec visite médicale obligatoire, il y a bien sûr cette idée de numérisation, de prison numérique. Parce que vous aurez le permis de conduire numérique, l'identité numérique, l'euro numérique, et puis bien sûr le carnet de santé numérique. Et vous voyez bien que, en ce moment, l'Union européenne, après avoir écrasé les nations, pris leurs compétences, veut enfermer les Européens dans une sorte de prison numérique. C'est inacceptable. Alors, au-delà de l'aspect numérique, Éric Revel, est-ce que vous seriez prêt à passer une visite médicale? Je vais vous dire, Gilles William et moi, je pense qu'on serait prêt à partir de, peut-être l'année prochaine, à passer tous les 15 ans une visite médicale pour s'assurer qu'on a encore bien en tête les panneaux, qu'on entend bien. Ça serait dès l'obtention, Mais ce que voilà, c'est-à-dire que je voulais dire simplement qu'à partir d'un certain âge, oui, pourquoi pas. Je veux dire, c'est pas, évidemment, on n'a pas les mêmes réflexes à 70 ans, à 80, à 60, il y a pas. Mais le sujet, si vous voulez, c'est que tous les 15 ans, à partir dès l'instant où vous aurez votre permis, vous serez dans l'obligation de repasser une visite médicale. Donc, qui va payer? C'est le type qui a le permis ou la femme qui a le permis de conduire, bien sûr. Ça va créer une embolie. Pardonnez-moi, on manque de médecins, par exemple, en France. On manque de médecins. Qui va vous faire passer une visite médicale? Combien ça va vous coûter pour détecter quoi en réalité? Vous savez, c'est une transposition. Vous auriez préféré avoir cette mesure, mais à partir d'un certain âge. Bien sûr, mais c'est une transposition d'une directive européenne, comme d'habitude. Je vous rappelle qu'il y a eu l'affaire du permis de conduire cette semaine, puis il y a une autre affaire qui est dingue, c'est qu'on oblige les propriétaires de bateaux, à partir de 12 mètres, d'installer un cabinet de toilette sur leur bateau. Vous imaginez l'émoi des ostréiculteurs que je connais bien dans le bassin charentais, qui sont ce qu'on appelle des plattes, c'est-à-dire des bateaux
bateaux qui font 12 mètres, mais ils mettent leur poche, il n'y a pas de cabine. Et on va leur demander de mettre des toilettes sur leur... Mais c'est n'importe quoi, pardon. On va rester sur le permis et non c'est la pas même sur les chose, autres mais c'est la même shooters pour chose. l'instant. J'avais décidé d'acheter un bateau de 20 mètres. Eh bien, je vais y renoncer. Voilà. Non, alors, plus sérieusement, je trouve ça assez stupide, mais ça ne m'étonne pas mais c'est de l'Europe. stupide. Vous connaissez l'histoire de Pauline Desroulettes, vous avez vu ces accidents où il y a des personnes âgées qui tuent littéralement parce qu'ils ont perdu connaissance. Avant que vous m'ayez interrompu. Pardon, j'ai William Gonadet. J'allais dire que autant je trouve cette proposition européenne stupide, autant par contre, et comme Eric, et pour les mêmes raisons, je pense que de la même manière qu'un môme à 18 ans, il passe un permis de conduire, j'estime qu'un homme, disons, à partir de 80 ans, il devrait à nouveau repasser son permis de conduire, faire un contrôle, parce que c'est pas possible de laisser quelqu'un de 82, 83 ans qui n'a plus les mêmes réflexes, rouler et pouvoir écraser un môme. Mais vous auriez mis, juste comme Éric Revel, c'est-à-dire que vous auriez mis un âge à partir duquel cette visite est obligatoire. J'ai toujours été favorable à ça. Et voilà, mais pas si on vous dit vous passez le permis à 18 ans et vous commencez et 15 ans après vous passez une visite médicale, ça vous choque en revanche. Oui, pour les mêmes raisons. Raisons, oui, ça me choque. Et je peux vous dire, celui qui vous parle, maintenant, il serait incapable de pouvoir repasser son permis de conduire parce qu'ils ont changé avant c'est différent. Alors, de c'est nos pas d'un temps, point de on vue nous médical. interrogeait. Maintenant, il faut voir un plan, etc. Je comprends rien sur un plan. Alors là, je suis foutu. C'est terminé. Rassurez-moi, vous ne conduisez plus. Non, je ne conduis plus. Puis attendez, je pense à un autre truc. Puisque moi, à 18 ans, même si je ne l'utilise plus du tout, j'avais passé mon permis. Non, mais c'est bon à savoir peut-être de ce que vous nous dites. Non, je conduis. Mais j'avais passé mon permis de chasser. À 18 ans, j'avais passé mon permis de chasser. Bon, je chasse pas, mais je l'avais passé à l'époque. Mais attendez. Alors là, on parle d'une arme par destination que serait une voiture. Je veux bien comprendre, vous avez raison. Les accidents, parfois, 2 personnes vieillissantes sont dramatiques. Mais alors, il faudrait pas faire passer tous les 10 ans, tous les 5 ans, à ceux qui ont le permis de chasser, qui ont une arme en main. Ça existe déjà. Il y en a une. Je ne sais pas tous les combien, mais il y a une visite médicale. À mon avis, vous n'êtes pas en règle. 10 ou 15 ans. Tous les 10 ou 15 ans. Il faut passer à une visite médicale. Je crois. Ah oui. Écoutez, je vois que vous êtes bien renseigné. Bien, je ne repasse pas mon permis de conduire. J'ai trop de mal à l'avoir. Mais une visite médicale, d'accord. Bon, allez, pourquoi pas. On reste ensemble, évidemment, à débattre dans la bonne humeur. On va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière dans une université parisienne, la fac de Paris 8, où une conférence pro-palestinienne au relent antisémite, et j'utilise à dessein les mots du ministre de l'Enseignement supérieur, s'est tenue. On en parle dans un instant dans Europe 1 Info. Restez bien avec nous.